Le château de Pont-à-Mousson, massif et silencieux, se dressait, une sentinelle de pierre au cœur d'une Lorraine déchirée, comme tant d'autres terres de France, par les cicatrices de la guerre. Les années s'étiraient, lourdes de conflits et d'alliances éphémères, mais en ce printemps de l'an de grâce 1429, une lueur d'espoir fragile perçait les épaisses murailles. C'était un matin de mars, froid encore, où le vent du nord s'insinuait par les moindres interstices des fenêtres à meneaux, faisant trembler les flammes des chandelles dans la chambre seigneuriale. La pièce était vaste, parée de tapisseries murales qui dépeignaient des scènes de chasse et des chevaliers mythiques, leurs couleurs estompées par le temps, mais leur grandeur intacte. L'air y était lourd, saturé de l'odeur âcre des herbes médicinales et de la sueur, mêlée à la douceur persistante du cèdre brûlé dans l'âtre. Dans l'intimité de cette chambre, entre les draps de lin fin et les couvertures de laine brodée, Isabelle de Lorraine luttait. Son visage, habituellement si fort et résolu, était marqué par l'effort, ses cheveux sombres, défaits, s'étalaient sur l'oreiller comme une sombre auréole. Auprès d'elle, René d'Anjou, son époux, le bon roi René, attendait, le cœur serré par une anxiété que même son optimisme inébranlable peinait à dissimuler. Ses yeux bleus, habituellement vifs et pétillants d'intelligence, scrutaient la sage-femme, puis le visage de sa femme, dans une alternance de crainte et d'espérance. René, duc d'Anjou, de Bar, de Lorraine, roi titulaire de Naples et de Jérusalem, était un homme d'esprit, un poète, un artiste, un diplomate né, mais face à ce mystère de la vie, il n'était qu'un époux inquiet. Puis, un cri ténu, mais perçant, qui déchira le silence oppressant de la chambre. Un souffle de vie nouvelle, inattendu et puissant, qui venait défier l'obscurité des temps. La sage-femme, les mains agiles et expérimentées, tendit à Isabelle un petit paquet de chair et de sang. Une fille, Marguerite. Dès ses premiers jours, Marguerite d'Anjou fut baignée dans un contraste saisissant, une dichotomie qui allait définir toute son existence. D'un côté, l'éclat des cours princières, la richesse des tissus, la finesse des mets, la beauté des enluminures et des chants que son père, l'illustre René, cultivait avec passion. Les tapisseries de son enfance n'étaient pas seulement des images, elles étaient les cadres d'une éducation raffinée où les leçons de courtoisie et de latin se mêlaient au récit des prouesses chevaleresques et des intrigues politiques. La petite Marguerite, aux yeux vifs et curieux, absorbait tout. Elle était une enfant précoce, son intelligence éclatant dans ses questions incisives, son regard scrutateur qui semblait déjà percer les voiles de la superficialité. Elle aimait les jardins du château, leur senteur de roses et de romarin, les murmures des fontaines, les pages colorées des livres que son père lui lisait, des contes de rois et de reines, de batailles et de destins. Mais de l'autre côté de ce monde doré, il y avait la dure réalité. La Lorraine était une terre de passage, un carrefour de puissance, constamment disputé. Les alliances se faisaient et se défaisaient comme les nuages dans le ciel d'hiver. Son père, le bon roi René, était un souverain charmant, un mécène généreux, mais souvent endetté, ses royaumes lointains plus titres que réalité. Sa mère, Isabelle, elle, était la force motrice, l'ancre de la famille, une femme d'une volonté de fer qui gouvernait la Lorraine avec une main ferme lorsque René était absent, à la poursuite de ses rêves italiens ou de ses négociations diplomatiques. Marguerite observait, silencieuse, les allées et venues des messagers, les discussions tendues entre ses parents, les visages graves des conseillers. Elle percevait, avec une acuité déconcertante pour son âge, la précarité qui sous-tendait le luxe. Elle comprenait que sa famille, malgré ses titres éclatants, était constamment sur le fil du rasoir, un pion dans le grand jeu des puissances européennes, et qu'elle-même, en tant que princesse, était destinée à être un instrument de ces jeux. Cette conscience précoce des enjeux de pouvoir, cette résilience forgée dans le paradoxe du faste et de l'incertitude, allait devenir le socle de sa personnalité. 15 années s'écoulèrent, et la petite Marguerite était devenue une jeune femme d'une rare beauté et d'une intelligence aiguisée, son esprit aussi vif que ses yeux sombres. L'année 1444 vit l'Angleterre et la France, épuisées par la guerre de 100 ans, s'engager dans de nouvelles négociations, cherchant une paix fragile. Et c'est là que Marguerite, fille du bon roi René, entra de plein fouet dans l'échiquier politique. Les pourparlers se déroulaient dans un labyrinthe de salles lambrissées et de corridors discrets, souvent à Tours, où la cour de Charles VII, son oncle maternel, servait de point de ralliement. L'air y était empli de l'odeur du feu de bois, du vin et de la cire des bougies, mais aussi d'une tension palpable, d'une atmosphère de secret et de calcul. Les émissaires anglais, menés par le duc de Suffolk, William de la Pole, un homme ambitieux et habile, mais dont la popularité en Angleterre était déjà chancelante, étaient venus chercher une alliance. Face à eux, le talent diplomatique de René d'Anjou et l'influence discrète mais efficace de Jacques Cœur, le riche banquier et conseiller de Charles VII, œuvraient à tisser une toile d'araignée complexe. Marguerite, bien qu'elle ne fût pas présente aux discussions directes, en ressentait les ondes de choc. Elle savait quel était l'enjeu principal. Son père, dans un effort pour stabiliser ses propres domaines et obtenir le soutien de la France, était prêt à un sacrifice lourd. L'idée d'un mariage avec le jeune roi Henri VI d'Angleterre avait été lancée, une perspective qui, sur le papier, promettait la paix. Mais cette paix avait un prix exorbitant, payé en silence. Les clauses du mariage furent négociées avec une subtilité venimeuse. Le royaume d'Angleterre, épuisé, ne pouvait pas se permettre une dot. René, lui, ne pouvait pas en offrir une. La solution, secrète et lourde de conséquences, fut la cession du Maine et de l'Anjou à la France. Une clause tenue cachée au peuple anglais, car elle aurait soulevé une tempête de protestations. Les murmures des négociateurs, les bruissements de parchemins scellés, les regards échangés entre les hommes en robe de velours et de soie,
Tout cela construisait un édifice de promesses de paix fragile, mais aussi de sacrifices territoriaux qui pesaient déjà lourdement sur l'avenir. Marguerite passait ses journées entre les leçons de broderie, la lecture de textes pieux et l'observation attentive du monde qui l'entourait. Elle était consciente de son destin, de son rôle de princesse destinée à sceller des alliances. Elle sentait le poids des attentes, l'espoir que ce mariage apporterait enfin la sérénité à deux royaumes déchirés. Mais au-delà de l'ambition, une appréhension grandissait en elle. L'Angleterre, un pays lointain, une cour étrangère, un époux qu'elle n'avait jamais vu. Les récits de la guerre, des haines tenaces entre les deux nations, ne faisaient qu'alimenter ses craintes. Elle était prête à jouer son rôle, à endosser la couronne, mais elle savait que le chemin serait semé d'embûches. Les nuits étaient parfois agitées, peuplées d'images d'un avenir incertain, mais sa détermination, héritée de sa mère, était déjà une force en soi. Elle était une reine en devenir, et elle le savait, avec tout ce que cela impliquait de grandeur et de solitude. Le printemps de l'année 1445 vit Marguerite d'Anjou quitter la France, laissant derrière elle les terres familières de son enfance. Le voyage fut long et éprouvant, d'abord par la route, à travers des paysages encore marqués par les ravages de la guerre, puis par la mer, où les vagues de la Manche la malmenèrent. Mais chaque étape de ce périple la rapprochait de son destin. Elle débarqua enfin sur les côtes anglaises, non pas en triomphatrice, mais en future reine, l'air salin fouettant son visage, le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. L'accueil fut un mélange paradoxal de faste royale et d'hostilité latente. Les rues de Londres, où son cortège traversa la ville, étaient parées de bannières et de fleurs, les cloches des églises sonnaient à toute volée. Mais sous les acclamations forcées de la foule, Marguerite percevait les murmures, les regards obliques. Le peuple anglais était mécontent. L'absence de dot, la cession secrète du Maine et de l'Anjou, ces sacrifices territoriaux pour une princesse française étaient des pilules amères à avaler. L'ambiance était lourde, les tensions politiques grandissantes, et le luxe des cérémonies ne parvenait pas à masquer ce malaise profond. Le couronnement, à l'abbaye de Westminster, fut un événement d'une splendeur inouïe. La nef immense résonnait des chants grégoriens, l'air était imprégné de l'odeur entêtante de l'encens et des cierges. Marguerite, vêtue de brocart d'or et de soie précieuse, avançait sous les voûtes séculaires, le poids de la couronne d'Angleterre qui allait bientôt reposer sur sa tête semblant déjà peser sur ses épaules frêles. Mais même au fait de cette gloire, elle se sentait isolée. Les visages des grands seigneurs anglais qu'elle croisait étaient des masques, certains bienveillants, d'autres empreints d'une froide réserve, voire d'une franche hostilité. Elle était une étrangère, une reine imposée, et elle le sentait au plus profond d'elle-même. La réalité de la cour anglaise se révéla à elle avec une clarté brutale. Son époux, Henri VI, n'était pas le souverain puissant qu'elle avait imaginé. Il était un homme pieux, d'une dévotion sincère, passant ses journées entre prières et études, mais d'une faiblesse politique alarmante. Son esprit semblait souvent ailleurs, éthéré, détaché des réalités cruelles du pouvoir. Marguerite découvrit un roi plus enclin à la méditation qu'à l'action, plus à l'église qu'à la salle du conseil. C'était un choc. Elle, qui avait été élevée par une mère forte et un père diplomate, se retrouvait face à un homme qui semblait incapable de diriger son propre royaume, encore moins de la protéger. Cette faiblesse royale, combinée à l'impopularité de son mariage et à l'influence grandissante du duc de Suffolk, son principal soutien, créait une atmosphère de défi constant. Marguerite, cependant, ne plia pas. Sa détermination farouche à s'imposer, à défendre la couronne lancastrienne et, par extension, son mari, malgré ses faiblesses, grandit de jour en jour. Elle se sentait investie d'une mission, un devoir de protéger ce qu'elle était venue défendre. La solitude était une compagne constante, mais elle ne l'affaiblissait pas. Au contraire, elle la trempait, la rendant plus résolue. Elle était la reine, et elle agirait comme telle, quoi qu'il en coûte. 8 années s'écoulèrent, marquées par les efforts incessants de Marguerite pour consolider la position de son époux et de la dynastie. Elle s'était efforcée d'apprendre les arcanes de la politique anglaise, de maîtriser la langue, de comprendre les factions et les jalousies qui rongeaient la cour. Mais les tensions étaient palpables, la paix fragile. Le mécontentement grondait, alimenté par la perte des territoires français et l'influence de ses conseillers. Puis, en l'an de grâce 1453, la joie et l'angoisse s'entremêlèrent de la manière la plus cruelle. L'événement tant attendu, la naissance d'un héritier, survint, comblant d'une joie immense le cœur de Marguerite. Un fils, Édouard de Westminster, ce petit prince, dont l'existence même était une promesse d'avenir pour la lignée lancastrienne, fut accueilli avec un soulagement immense par la reine. La chambre, habituellement tendue, fut emplie de la douce odeur du nouveau-né, des murmures émerveillés des dames de compagnie. Marguerite, le petit corps chaud et frêle contre le sien, ressentit une maternité protectrice et féroce, un amour qui allait devenir le moteur de toutes ses actions futures. Mais cette joie fut éphémère, ternie par une ombre sinistre. Quelques mois avant la naissance d'Édouard, le roi Henri VI avait sombré dans un état catatonique. Il était devenu insensible au monde extérieur, muet, immobile, son esprit enfermé dans un silence effrayant. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, jetant une incertitude angoissante sur le royaume. Le roi était incapable de régner. Un vide de pouvoir se créait, et avec lui, les ambitions se réveillaient. Et avec le vide, vinrent les rumeurs. Des murmures malveillants, d'abord discrets, puis de plus en plus audibles, commencèrent à circuler. Si le roi était malade, incapable de concevoir, comment Marguerite avait-elle pu donner naissance à un fils ?
L'héritier était-il légitime? Les accusations de bâtardise, perfides et infondées, se mirent à alimenter les factions rivales, en particulier celle de Richard, duc d'York, dont les prétentions au trône étaient déjà bien connues. L'atmosphère devint lourde de suspicion et de vulnérabilité. Marguerite, à peine remise de ses couches, dut faire face à cette nouvelle épreuve, le cœur déchiré entre la joie de sa maternité et l'anxiété profonde pour l'avenir de son fils et la stabilité du royaume. Elle se sentait obligée de prendre des décisions de plus en plus audacieuses, de se battre non seulement pour son mari, mais désormais et surtout pour son enfant. La protection de son petit Édouard devint sa raison d'être, une force inépuisable. L'année 1455 marqua le point de non-retour. La maladie du roi, les rumeurs autour de la naissance d'Édouard, et l'ambition grandissante de Richard d'York avaient créé une poudrière. La mèche fut allumée à Saint-Alban. Le matin du 22 mai, la petite ville de Saint-Alban, habituellement paisible, fut le théâtre d'un déchaînement de violence. Les forces royales, menées par le duc de Somerset et le comte de Northumberland, fidèles à Henri VI et à Marguerite, se heurtèrent à l'armée du duc d'York, soutenu par le puissant Richard Neville, comte de Warwick, déjà surnommé le « faiseur de rois ». L'air était lourd d'une tension palpable, le ciel gris et bas, comme si la nature elle-même pressentait le drame à venir. Le choc fut brutal, les cris des hommes, le cliquetis des épées et des armures, le sifflement des flèches emplissaient l'air, transformant les rues étroites en un abattoir. La bataille fut courte mais sanglante. La victoire des Yorkistes fut décisive. Somerset fut tué, et Henri VI, son esprit encore embrouillé par la maladie, fut capturé par ses propres sujets. L'espoir d'une paix durable fut brisé, remplacé par la certitude glaciale d'un conflit prolongé et impitoyable. C'était le début ouvert de la guerre des Deux Roses, un conflit dynastique qui allait déchirer l'Angleterre pendant des décennies, opposant la maison de Lancastre, symbolisée par la rose rouge, à la maison d'York, représentée par la rose blanche. La nouvelle de la défaite et de la capture de son époux frappa Marguerite comme un coup de foudre. Mais au lieu de la briser, elle alluma en elle une rage froide, une détermination inébranlable. Elle réalisa, avec une clarté effrayante, que la faiblesse de Henri VI ne pouvait plus être compensée par des manœuvres politiques discrètes. Elle devait agir, elle devait prendre les rênes. La reine, jusque-là figure de l'ombre, conseillère discrète, se transforma. Son amour maternel pour Édouard, sa loyauté indéfectible envers la couronne lancastrienne, devinrent une force motrice inépuisable. Elle ne serait plus une simple épouse de roi, mais une véritable commandante politique et, si nécessaire, militaire. La guerre était là, et elle l'affronterait de front. Son regard, jadis empreint de curiosité et d'appréhension, se durcit, reflétant une volonté de fer. Les murmures de la cour, les regards obliques, tout cela n'avait plus d'importance. Seule comptait la survie de sa lignée, la défense de son fils, l'avenir de l'Angleterre lancastrienne. La reine guerrière était née, prête à tous les sacrifices, à toutes les audaces, pour défendre son trône et l'héritage de son enfant. Le chemin serait long et sanglant, mais elle était prête. Le froid mordant de l'hiver 1460 s'accrochait aux pierres grises des forteresses du nord de l'Angleterre, s'insinuant dans les os des hommes et des femmes. Mais le cœur de Marguerite, lui, brûlait d'une flamme glaciale, forgée dans la défaite de Saint-Alban et la capture de son époux. L'annonce de l'emprisonnement d'Henri avait résonné en elle comme un glas, mais avait aussi allumé une étincelle de fureur. Elle n'était plus la reine suppliante, mais la lionne blessée, prête à déchirer quiconque menacerait son cub. Dans le nord, une région traditionnellement plus loyale aux Lancastres, Marguerite s'était lancée dans une tâche herculéenne, lever une armée. Le paysage était rude, balayé par les vents cinglants qui descendaient des Pennines, les ciels bas et lourds de nuages promettant la neige. Elle parcourait les domaines des seigneurs fidèles, ses robes de velours sombre tranchant avec la rusticité des châteaux de pierre grise et des villages battus par les éléments. Ces paroles, jadis empreintes de la courtoisie des cours françaises, s'étaient durcies, mêlant promesses de récompenses royales et menaces à peine voilées de représailles pour ceux qui hésiteraient. Ses yeux sombres, qui avaient autrefois réfléchi la lumière des vitraux des cathédrales, brillaient désormais d'une détermination implacable, sondant l'âme des barons réticents, galvanisant les hommes d'armes. Le recrutement était lent, ardu. La guerre avait épuisé les ressources, les hommes étaient fatigués des querelles dynastiques. Mais la présence de la reine, sa passion ardente, sa jeunesse et sa beauté, alliées à son intelligence et à son courage, finirent par rallier les cœurs. Les seigneurs du Nord, les Percy, les Clifford, les Dacre, voyaient en elle le seul espoir de restaurer l'ordre et de préserver leurs propres intérêts face à l'ambition yorkiste. Les fermiers quittèrent leurs charrues, les pêcheurs leurs filets, les petits nobles leurs manoirs, attirés par le panache de la rose rouge et l'aura de cette reine qui ne reculait devant rien. Les rangs grossissaient, une armée disparate mais résolue, mue par la loyauté, la promesse de butin et la fureur. L'hiver s'épaississait, et avec lui, la tension. Richard d'York, se croyant en position de force, avait quitté Londres pour affronter cette armée du Nord. Il s'était retranché au château de Sandal, près de Wakefield, sous-estimant la détermination de Marguerite et la férocité de ses partisans. La neige tombait en fins flocons, recouvrant les champs d'un linceul blanc, mais le froid n'engourdissait pas l'ardeur des Lancastriens. La stratégie fut audacieuse, menée par les lieutenants de Marguerite, mais inspirée par sa volonté. Une feinte, une embuscade. Le 30 décembre, le jour se leva, pâle et glacé. Le vent soufflait en rafales, soulevant la neige fraîche en tourbillons aveuglants. Le champ de bataille, un vaste plateau enneigé, devint un théâtre de carnage. Les cris de guerre déchiraient l'air gelé, le choc des épées et des boucliers résonnait comme un sinistre tintement.
Marguerite, bien qu'elle ne fût pas sur le champ de bataille elle-même, son rôle était stratégique, non directement combattant, sentait chaque coup, chaque cri, chaque perte, comme si son propre corps était engagé dans la mêlée. Elle attendait, cloîtrée dans un poste de commandement sommaire, le visage tendu, les mains serrées, les yeux fixés sur l'horizon blanc où se déroulait le destin de sa lignée. La nouvelle arriva, portée par un cavalier couvert de neige et de sang, le souffle court, les yeux exorbités. Victoire, une victoire écrasante. Richard d'York, l'ennemi juré, le rival de son mari, était tombé. Et avec lui, son jeune fils, le comte de Rutland, un adolescent à peine sorti de l'enfance, massacré alors qu'il tentait de fuir. Un frisson parcourut Marguerite. La satisfaction fut amère, une morsure de triomphe mêlée à l'horreur de la violence. Elle avait gagné, mais à quel prix? Le prix du sang, toujours. Puis vint la décision, une décision qui allait marquer son règne d'une encre indélébile. Les corps de Richard d'York et de Rutland furent retrouvés parmi les morts. Le duc de Somerset, dont le père avait été tué à Saint-Alban, et Lord Clifford, dont le père avait également péri, exigeaient vengeance. Et Marguerite, bien qu'elle pût ressentir un dégoût instinctif, savait qu'à cette époque de barbarie médiévale, un message devait être envoyé, clair et impitoyable. La clémence était une faiblesse que le trône ne pouvait se permettre. Les têtes de Richard d'York et de Rutland furent coupées. Sur les portes de la ville d'York, la capitale yorkiste, elles furent exposées, coiffées d'une couronne de papier pour le duc, un symbole macabre de son ambition déchue. Marguerite ne fut pas présente à cet acte de justice expéditive, mais elle en ordonna l'exécution. Elle imaginait la vision horrible, les visages figés par la mort et le gel, les yeux vitreux défiant le ciel gris. Un mélange de satisfaction amère remplissait son cœur, un soulagement temporaire d'avoir abattu un ennemi si puissant. Mais elle réalisa aussi, avec une clarté glaçante, le coût humain de cette guerre, la spirale de violence qu'elle engendrait. Pour survivre, pour protéger son fils, elle devait maintenir cette façade de cruauté. Elle devait être plus dure, plus implacable que ses ennemis. Elle était la reine, et elle était devenue la guerrière. Le sang de Wakefield, mêlé à la neige, allait teindre le reste de son destin. L'euphorie de Wakefield fut aussi éphémère que la fonte des neiges printanières. À peine le temps de savourer cette victoire sanglante que les tambours de la guerre résonnaient de nouveau, plus pressants, plus menaçants. L'année 1461 s'ouvrit sur une série de montagnes russes émotionnelles, un tourbillon de victoires et de défaites qui allait précipiter la fortune des Lancastre dans un abîme. Marguerite, galvanisée par son succès, mena son armée vers le sud, déterminée à libérer Henri VI. La marche était difficile, à travers des routes boueuses et des villages méfiants. Mais la perspective de retrouver son époux, de le voir enfin libéré des griffes yorkistes, alimentait son énergie. Ces hommes, enhardis par leur victoire, étaient une force redoutable, mais aussi une force difficile à contrôler, laissant parfois un sillage de pillage et de destruction qui n'aidait pas leur cause. Le 17 février, les armées se rencontrèrent à nouveau près de Saint-Alban, le même lieu qui avait vu la première défaite des Lancastre. Le ciel était bas, lourd, annonçant une tempête imminente. La bataille fut féroce, menée dans la boue et le froid, les hommes glissant et se battant avec une rage désespérée. Cette fois, la fortune sourit à Marguerite. La victoire fut lancastrienne. La libération d'Henri VI fut un moment d'une joie intense et d'un profond soulagement pour la reine. Elle le retrouva, pâle, amaigri, encore sous le choc de sa captivité, mais libre. Ses yeux, habituellement éteints, s'éclairèrent d'une lueur de reconnaissance en la voyant. Marguerite le serra contre elle, le petit Édouard à ses côtés, un tableau de famille retrouvé qui masquait la fragilité de la situation. Mais même dans l'euphorie de cette réunion, la reine ne pouvait ignorer la faiblesse persistante de son mari, son esprit si souvent absent, incapable de saisir la gravité des événements. Il était un fardeau autant qu'un symbole. L'instant de triomphe fut de courte durée. Édouard, le fils de Richard d'York, jeune, charismatique et avide de vengeance, marchait déjà sur Londres. Il fut proclamé roi Édouard IV par acclamation, avant même que Marguerite et Henri n'aient eu le temps de consolider leur victoire. Le royaume, divisé, basculait dans une nouvelle phase de la guerre. La nouvelle de l'avancée d'Édouard IV força Marguerite à une retraite précipitée vers le nord. La saison avançait, mais l'hiver n'avait pas dit son dernier mot. Le 29 mars, les armées se firent face à Tauton, un vaste plateau du Yorkshire, sous un ciel de plomb et une tempête de neige cinglante. Ce fut l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire anglaise. La boue, la neige, le sang, le froid glacial qui engourdissait les membres et les esprits, tout contribuait à un carnage indescriptible. Les hommes se battaient à l'aveugle, le vent poussant les flèches des Yorkistes dans le dos des Lancastriens, le sol glissant transformant chaque pas en un piège mortel. Marguerite, son fils Édouard et Henri VI se tenaient en retrait, observant de loin l'horreur se dérouler. Le bruit des armes, les cris des blessés, le souffle haletant des chevaux, tout parvenait jusqu'à eux, une symphonie macabre de mort. Le désespoir les envahit progressivement à mesure que la défaite se dessinait, inéluctable. L'armée lancastrienne fut anéantie, des milliers d'hommes périrent dans le froid et le sang. La fortune avait brutalement tourné. La fuite fut précipitée, désespérée. À travers les champs enneigés, les bois sombres, sous la menace constante d'être découverts. Henri VI, affaibli, incapable de maintenir le rythme, fut un poids. Mais Marguerite, malgré son abattement profond, le protégeait avec la même féroce détermination qu'elle mettait à protéger son fils. Le froid mordait, la faim tenaillait, la peur était une compagne constante. Ils abandonnèrent tout, leurs possessions, leurs espoirs immédiats, pour sauver leur vie.
L'Écosse, terre d'exil, devint leur seul refuge. Marguerite ressentait un abattement profond, une douleur lancinante face à la perte de la couronne, de son royaume, de tout ce pourquoi elle s'était battue. Les images de Tothon, les visages des morts, les cris des blessés, la poursuivaient. Mais au fond de son être, même dans cette désolation, une étincelle, une résurgence immédiate de sa combativité, refusait de s'éteindre. Elle était une reine, une mère, et elle ne céderait pas. L'exil serait une épreuve, mais aussi une opportunité de chercher de nouveaux alliés, de nouvelles ressources, pour reprendre ce qui lui avait été arraché. Le chemin serait encore plus ardu, mais elle était prête à le parcourir. L'Écosse, une terre d'exil, froide et inhospitalière. Le contraste avec les splendeurs passées de la cour d'Angleterre était brutal. Marguerite, Henri et le jeune Édouard furent accueillis à la cour du roi Jacques III, mais leur statut était celui de réfugiés, de supplicants. Les châteaux écossais étaient moins opulents, les ressources plus maigres. L'atmosphère était celle de la précarité, du dénuement et d'un isolement diplomatique croissant. Marguerite, l'ancienne reine de gloire, se voyait réduite à quémander l'aide, à dépendre de la bonne volonté d'un souverain dont les propres intérêts étaient changeants et limités. L'année 1462 fut une année de diplomatie tendue, de voyages épuisants et de négociations secrètes. Marguerite ne pouvait se contenter du maigre soutien écossais. Son regard se tournait vers la France, vers son père, le bon roi René, et vers son oncle, le puissant mais insaisissable Louis XI. Le voyage vers la France fut un retour amer. Elle revoyait les côtes qu'elle avait quittées en reine et qu'elle foulait à nouveau en exilé. Les retrouvailles avec son père, René d'Anjou, furent empreintes d'une tendresse mêlée d'une angoisse partagée. René, toujours le mécène, l'homme d'esprit, la reçut avec affection, mais ses propres finances étaient exsangues, ses royaumes lointains toujours plus imaginaires que réels. Il l'aimait, mais ne pouvait lui offrir qu'un soutien limité, des paroles de réconfort et quelques maigres ressources. Marguerite devait le convaincre, le pousser, le supplier de l'aider à financer une nouvelle invasion. Les discussions étaient souvent secrètes, menées dans l'intimité des appartements de son père, loin des oreilles indiscrètes. René, diplomate prudent, craignait de provoquer Édouard IV et de mettre en péril ses propres domaines. Puis vint la confrontation avec Louis XI, son oncle maternel, un homme que l'histoire allait surnommer « l'universel araigne » pour sa ruse et son sens aigu de la manœuvre politique. La cour de Louis était un nid d'intrigue, une toile d'araignée où chaque fil était tendu vers un objectif précis. L'ambiance était celle d'une méfiance généralisée, où les sourires cachaient des calculs froids. Louis XI n'avait que faire des sentiments. Il voyait en Marguerite un pion potentiel, mais aussi un risque. Il la recevait avec une politesse glaciale, écoutant ses plaidoiries passionnées avec une patience calculatrice. Marguerite, la fière reine, devait désormais supplier. Elle, qui avait commandé des armées, qui avait défié des ducs, se retrouvait à quémander des fonds, des hommes, des navires. L'humiliation était profonde, une blessure à son orgueil royal. Elle parlait avec éloquence, décrivant la légitimité de son fils, la faiblesse d'Édouard IV, les avantages d'une alliance franco-lancastrienne pour affaiblir l'Angleterre. Mais Louis XI ne se laissait pas facilement émouvoir. Ses réponses étaient évasives, ses promesses conditionnelles. Il la laissait languir, espérant qu'elle ferait des concessions toujours plus importantes. Elle était prête à toutes les concessions, à toutes les alliances secrètes, purement politiques et dénuées de toute romance, pour restaurer son mari et son fils sur le trône. Elle offrait des villes, des ports, des accords commerciaux, des promesses d'allégeance. Chaque négociation était un combat, chaque mot pesait, chaque silence lourd de sens. Elle se sentait isolée, démunie, mais sa persévérance était sans faille. L'image de son fils Édouard, l'héritier légitime, était son moteur. Elle ne pouvait pas abandonner. L'exil n'était qu'une étape, une pause forcée avant la prochaine tentative. L'année 1463 fut celle des tentatives désespérées et des échecs cuisants. Forte des maigres promesses de Louis XI et des ressources rassemblées par son père, Marguerite lança plusieurs expéditions, des tentatives de débarquement en Angleterre. Son objectif, rallier les fidèles lancastriens du Nord et marcher sur Londres. Mais chaque tentative se heurtait à une réalité brutale. Les campagnes du Nord étaient un enfer. Le climat anglais, même en fin de printemps ou en été, pouvait être impitoyable. Le froid et la pluie s'abattaient sur les troupes, transformant les chemins en bourbiers, les bivouacs en champs de misère. La faim était une compagne constante. Les provisions, difficiles à acheminer, manquaient cruellement. Les soldats, souvent des mercenaires français ou des Écossais peu habitués aux rigueurs des campagnes anglaises, commençaient à se plaindre, à déserter. La loyauté, si difficile à acheter, était encore plus difficile à maintenir. Marguerite, bien qu'elle ne menât pas personnellement les troupes en première ligne, était au cœur de l'organisation. Elle supervisait les préparatifs, rencontrait les capitaines, inspectait les navires. Elle sentait le poids de chaque échec, la perte de chaque homme, de chaque bateau, de chaque écu dépensé. Les revers s'accumulaient, des tempêtes dispersaient ses flottes avant même qu'elles n'atteignent les côtes anglaises. Des guetteurs yorkistes, bien informés, étaient toujours là pour repousser les débarquements. Les quelques têtes de pont établies étaient rapidement submergées par les forces d'Édouard IV, mieux organisées et mieux ravitaillées. Chaque échec était un coup au moral, une morsure de la désillusion. Marguerite se sentait épuisée, physiquement et mentalement. Les nuits étaient courtes, agitées par les rapports de défaite, les nouvelles de trahison, les murmures de désespoir de ses propres partisans. Elle voyait ses ressources s'amenuiser, ses alliés s'éloigner, ses espoirs s'effilocher. L'ambiance était celle d'une défaite progressive et d'un désespoir grandissant. Les visages de ses conseillers étaient marqués par la fatigue, leurs voix empreintes de doute.
Pourtant, même face à ces obstacles insurmontables, une étincelle d'espoir, une conviction obstinée, refusait de s'éteindre en elle. La fortune finirait par tourner, elle en était certaine. Ce n'était qu'une question de temps, de persévérance. Elle se souvenait des paroles de sa mère, Isabelle de Lorraine, lui enjoignant de ne jamais plier. Elle se rappelait les leçons de son père, sur la patience et la diplomatie. Chaque revers était une leçon, chaque défaite une motivation à trouver une nouvelle approche, une nouvelle alliance. Sa fatigue était écrasante, son sentiment d'impuissance parfois accablant, mais la flamme de la résilience, alimentée par l'amour pour son fils et la loyauté envers la couronne lancastrienne, brûlait toujours au fond de son être. Elle ne pouvait pas abandonner, car abandonner, c'était trahir son enfant et l'héritage de son mari. L'année 1464 fut une année d'obscurité et de désolation, une période où l'espoir des Lancastres sembla s'éteindre définitivement, comme une bougie vacillante dans le vent. Marguerite était en France, à la cour de son père ou de Louis XI, cherchant désespérément un soutien qui tardait à venir, lorsque la nouvelle parvint, froide et implacable, Henri VI avait été capturé. Le roi déchu, errant incognito dans le nord de l'Angleterre, affaibli par sa maladie et la solitude, fut trahi et arrêté près de Waddington Hall. Son voyage vers Londres fut une procession d'humiliation publique, un spectacle macabre pour le peuple. Il fut conduit à la tour de Londres, non pas comme un monarque, mais comme un prisonnier enfermé dans les murs sinistres qui avaient vu tant de destins royaux se briser. Pour Marguerite, cette nouvelle fut un coup de massue, plus dévastateur encore que la défaite de Toton. L'emprisonnement de son mari anéantissait le dernier espoir d'un retour rapide. La cause lancastrienne, déjà chancelante, semblait désormais condamnée. Le pouvoir d'Édouard IV était consolidé. Il n'y avait plus de roi Lancastre libre, plus de figure autour de laquelle rallier les fidèles en Angleterre. Seule restait Marguerite, en exil, avec son fils, sans son époux. Une tristesse profonde et un sentiment d'isolement l'envahirent. Elle imaginait Henri, le pieux, l'âme fragile, enfermé dans la tour, privé de sa liberté, de ses livres, de ses prières. Malgré ses faiblesses, il était son mari, le père de son fils, et elle l'aimait à sa manière. La douleur de sa captivité, la certitude qu'il souffrait, la rongeait. C'était un deuil politique, mais aussi un deuil personnel, pour l'homme qu'elle avait épousé et pour l'avenir qu'ils avaient espéré. Cette période fut celle d'une vulnérabilité extrême. Elle était une reine sans royaume, une mère sans époux, une femme seule, confrontée à l'hostilité d'une Angleterre désormais solidement yorkiste. Les murmures de la cour française, les regards empreints de pitié ou de calcul, la renvoyaient à sa condition de supplicante. Mais cette désolation, au lieu de la briser, alluma en elle une rage renouvelée, une fureur silencieuse contre les yorkistes qui lui avaient tout pris. La nécessité de protéger son fils Édouard, de préserver l'héritage lancastrien, devint sa seule raison de vivre. Si Henri était perdu, Édouard était l'avenir. La capture du roi forçait une réévaluation radicale de sa stratégie. L'objectif n'était plus seulement de libérer Henri, mais de restaurer la lignée d'Édouard. Cela signifiait des alliances encore plus audacieuses, des pactes plus secrets, plus complexes, avec n'importe qui, même les ennemis d'hier, si cela pouvait servir la cause de son fils. Marguerite se sentait seule, mais sa solitude la rendait plus forte, plus implacable. Elle était prête à tout sacrifier, à tout risquer, pour Édouard. Le poids de cette responsabilité était immense, mais elle l'assumerait. Les années d'exil et de défaite avaient transformé la princesse raffinée en une femme de fer, une reine guerrière dont la détermination allait défier le destin et marquer l'histoire. Le chemin à parcourir était encore long, semé d'embûches et de trahisons, mais Marguerite d'Anjou ne reculerait plus. Son regard, durci par l'adversité, était fixé sur l'Angleterre, sur le trône qu'elle comptait bien reconquérir pour son fils. L'année 1465 s'ouvrit sur un tableau de désolation pour Marguerite d'Anjou. Henri VI, son époux, était prisonnier de la tour de Londres, son esprit vacillant, son corps affaibli. L'Angleterre était solidement tenue par Édouard IV, le jeune roi yorkiste dont l'énergie et la cruauté tranchaient avec la piété éthérée de son prédécesseur. En exil, Marguerite n'était plus qu'une ombre de reine, une supplicante dans les cours d'Europe, mais jamais une vaincue. Son regard, durci par des années de lutte et de trahison, portait le reflet des batailles perdues, mais aussi une flamme inextinguible, celle de l'amour maternel et de la loyauté dynastique. Son fils, Édouard de Westminster, le jeune prince lancastrien, était désormais l'unique boussole de son existence. Pour lui, elle était prête à tout, même aux alliances les plus audacieuses, les plus contre nature, les plus secrètes. Elle résidait principalement en France, souvent à la cour de son père, René d'Anjou, ou cherchant l'oreille, toujours attentive mais calculatrice, de son oncle, Louis XI. Les châteaux de la Loire, si élégants, si imprégnés de l'esprit renaissant que René cultivait avec tant de passion, lui offraient un cadre de vie raffiné, mais les murs de pierre semblaient parfois étouffants, tant ils contrastaient avec l'urgence brûlante de sa situation. Chaque aube apportait son lot d'espoirs fragiles et de nouvelles déceptions. Les jours étaient rythmés par d'interminables négociations, des conciliabules nocturnes où la lumière tremblante des chandelles jetait des ombres dansantes sur les visages graves et les parchemins couverts de sceaux. L'air était lourd du parfum des épices exotiques et de la cire chaude, mais aussi de la méfiance, du calcul, de l'odeur âcre de l'ambition humaine. Marguerite, bien qu'elle fût une femme, s'était muée en une diplomate aguerrie, capable de tenir tête aux hommes les plus rusés de son temps. Sa voix, douce et mélodieuse dans sa jeunesse, avait acquis une résonance d'autorité, capable de persuader, de menacer, de promettre.
Elle rencontrait des nobles français, des envoyés de puissance continentale, des marchands influents, tous des hommes déjà mariés à leurs propres intérêts, à leurs propres factions, à leurs propres alliances complexes. Certains étaient des vassaux de Louis XI, d'autres des seigneurs indépendants, d'autres encore des émissaires de princes étrangers, chacun avec son propre agenda, sa propre vision du grand échiquier européen. Les rencontres se déroulaient dans l'intimité feutrée des cabinets, derrière des portes closes, loin des regards indiscrets de la cour. Le crissement des plumes sur le parchemin, le tintement discret des coupes de vin, le murmure des voix chuchotées étaient les seuls sons qui brisaient le silence. Marguerite, drapée dans des robes de velours sombre, son visage encadré par une coiffe austère, écoutait avec une attention chirurgicale, son esprit analysant chaque mot, chaque geste, chaque hésitation. Elle comprenait que ces mariages politiques n'avaient rien à voir avec l'amour ou l'affection. C'étaient des pactes de survie, des alliances de convenance, des serments fragiles tissés de fils d'or et de sang. Elle se sentait souvent comme une étrangère, une supplicante, obligée de quémander l'aide qui lui était due en tant que reine. L'humiliation était une morsure constante, mais elle la masquait derrière une dignité royale inébranlable. Sa détermination était implacable, masquant une profonde anxiété qui la rongeait au plus profond d'elle-même. Chaque nuit, alors que le silence enveloppait le château, elle se retirait dans ses appartements, seule avec ses pensées. Elle pensait à Henri, emprisonné, à son fils Édouard, qui grandissait loin de son royaume, et au fardeau immense qui pesait sur ses épaules. Elle se sentait contrainte de faire des pactes dangereux, de s'engager dans ces mariages politiques sans amour, mais elle savait qu'ils étaient nécessaires. Nécessaires pour la survie de sa lignée, pour la restauration de son fils sur le trône d'Angleterre. La reine sans royaume était une menace constante pour Édouard IV, une épine dans son pied, une femme dont la volonté de faire défiait toutes les logiques. Les années s'étirèrent, lourdes de cette diplomatie clandestine. Chaque nouvelle tentative de lever des troupes, chaque expédition avortée, chaque promesse non tenue, érodait un peu plus ses maigres ressources et sa patience. Elle était une reine en exil, mais elle était aussi une mère qui se battait pour l'avenir de son enfant. Cette force, cette résilience, était la seule chose qui la maintenait debout. Puis, en l'an de grâce 1467, une lueur ténue perça l'obscurité de son exil. Les rumeurs, d'abord chuchotées par des messagers secrets traversant la Manche, puis confirmées par des émissaires plus officiels, commencèrent à se propager comme une traînée de poudre. Des tensions grandissaient entre Édouard IV et son plus puissant soutien, Richard Neville, le comte de Warwick, le fameux « faiseur de rois ». La nouvelle fut accueillie par Marguerite avec un mélange de surprise et de méfiance. Warwick, le même homme qui avait été l'artisan de la défaite de Tauton, le geôlier d'Henri VI, le soutien indéfectible de la cause yorkiste. L'idée même de s'allier à lui était une abomination, une trahison de tout ce qu'elle avait défendu. Elle se souvenait des têtes de Richard d'York et de son fils, exhibées sur les portes de la ville d'York, une vengeance dont Warwick avait été le bras armé. Mais la politique, elle l'avait appris à ses dépens, était un jeu cruel où les ennemis d'hier pouvaient devenir les alliés d'aujourd'hui, et vice-versa. Les causes de la discorde entre Édouard et Warwick étaient complexes, tissées de jalousie, d'ambition et de désaccord sur la politique étrangère. Le mariage secret d'Édouard IV avec Elizabeth Woodville, une roturière, avait été une insulte cuisante pour Warwick, qui avait des plans de mariage royal pour le jeune roi. Les Woodville, la famille de la nouvelle reine, gagnaient en influence, éclipsant les Neville. Ces rumeurs de discorde à la cour anglaise ravivèrent la flamme de la vengeance dans le cœur de Marguerite, mais aussi une froide appréciation de l'opportunité. Elle commença à explorer des ouvertures diplomatiques, secrètes, avec des émissaires de Warwick. Ces rencontres se déroulaient souvent dans des lieux neutres, des abbayes isolées ou des demeures discrètes, où les risques de trahison étaient minimisés. L'ambiance était celle d'une attente tendue, d'une opportunité inattendue qui pourrait tout changer. Marguerite, assise en face de ces hommes qui avaient été ses ennemis mortels, ressentait un frisson glacé. Elle devait surmonter son aversion personnelle, les souvenirs des morts, les années d'exil, pour forger une alliance impensable. Son état psychologique était un mélange de méfiance profonde envers Warwick, dont elle connaissait la ruse et l'opportunisme, et d'un pragmatisme froid, presque clinique. Le bien de son fils, Édouard, primait surtout. Si cette alliance avec le diable pouvait ramener son fils sur le trône, alors elle la conclurait. Ce serait un mariage de convenance politique, dénué de toute affection, mais essentiel pour la survie de la lignée lancastrienne. Elle se força à sourire, à écouter, à négocier, masquant la tempête d'émotions qui faisait rage en elle. L'espoir, si longtemps absent, commençait à poindre, fragile et dangereux, comme une flamme dans le vent. 3 années passèrent, marquées par des pourparlers complexes et des manœuvres politiques subtiles. Warwick, de plus en plus isolé et en conflit ouvert avec Édouard IV, avait fini par fuir l'Angleterre et se réfugier en France, à la cour de Louis XI. Le roi de France, l'éternel opportuniste, y vit une occasion en or d'affaiblir l'Angleterre et de renforcer son propre pouvoir. Il devint l'architecte de l'impensable. L'année 1470. L'été touchait à sa fin, et avec lui, les destins allaient basculer. La rencontre historique entre Marguerite et Warwick fut orchestrée par Louis XI, dans la ville d'Angers, au cœur de l'Anjou, la terre natale de Marguerite. Le lieu choisi était symbolique, un retour aux racines, mais pour un pacte qui allait défier l'histoire. Le château d'Angers, avec ses murailles sombres et ses tours imposantes, semblait vibrer d'une tension palpable. L'air était lourd, non pas de la chaleur estivale, mais du poids des années de haine, de sang et de vengeance qui séparaient ces deux figures. Marguerite, vêtue d'une robe de velours pourpre, son visage impassible, attendait dans la grande salle d'audience.
Ses doigts, malgré sa maîtrise de soi, se crispaient légèrement sur le tissu de sa jupe. Elle avait préparé ce moment, répété les arguments, mais rien ne pouvait la préparer à la réalité de se tenir face à l'homme qui avait détruit sa vie. Warwick entra, flanqué de ses hommes, son visage, d'ordinaire si arrogant, empreint d'une gravité inhabituelle. Le faiseur de roi, le plus puissant baron d'Angleterre, se tenait devant la reine qu'il avait chassée, l'épouse du roi qu'il avait emprisonnée. Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le crépitement du feu dans l'immense cheminée. Les regards se croisèrent, chargés d'un passé sanglant, d'une méfiance mutuelle, mais aussi d'une reconnaissance tacite de l'opportunité qui s'offrait à eux. Louis XI, assis à une table ornée d'un riche tapis, observait la scène avec un sourire énigmatique. Il savourait cet instant de pure ironie historique. C'était lui qui avait tissé cette toile, qui avait rapproché ses deux ennemis mortels, forçant la main du destin. Les négociations furent ardues, tendues. Marguerite, malgré la répugnance qu'elle ressentait, parla avec une clarté et une fermeté inébranlables. Elle énuméra les conditions de son soutien, les garanties qu'elle exigeait pour la sécurité de son fils. Warwick, l'homme qui avait fait et défait les rois, était désormais dans la position du demandeur. Il écoutait, mesurant chaque mot, chaque concession. Puis vint le moment de l'accord, le cœur de ce mariage secret, le plus public et le plus paradoxal de l'histoire. Warwick s'engageait à restaurer Henri VI sur le trône d'Angleterre. En échange, et c'était la clause la plus difficile à avaler pour Marguerite, son fils, le jeune prince Édouard de Westminster, devrait épouser Anne Neville, la fille de Warwick. Un frisson parcourut l'échine de Marguerite. Marier son fils, l'héritier légitime de Lancastre, à la fille de son ennemi juré, l'homme qui avait juré sa perte. C'était un sacrifice personnel immense, une humiliation silencieuse. Mais son regard se posa sur Édouard, qui se tenait à ses côtés, son jeune visage plein d'espoir et de courage. Pour lui, elle ferait tout. Elle acquiesça, la gorge serrée. Le contrat fut signé, les sceaux apposés. Le mariage d'Édouard et d'Anne Neville fut célébré, simple et sobre, mais lourd de symboles et de promesses. Ce n'était pas un mariage d'amour, mais un acte politique de la plus haute importance, scellant une alliance contre nature. Marguerite ressentait une victoire diplomatique amère. L'exaltation de la perspective d'un retour en Angleterre, de la restauration de son mari, se mêlait à la douleur de ce sacrifice personnel. Mais elle était une reine, et elle avait fait ce qui devait être fait. Le destin des Lancastre reposait désormais sur les épaules du « faiseur de roi ». L'automne de 1470 fut un tourbillon d'événements, un ballet incessant de navires et d'hommes, orchestré par la main de fer de Warwick et la ruse de Louis XI. À peine les ancres des traités d'Angers avaient-elles séché que Warwick, armé et déterminé, appareillait pour l'Angleterre. Le débarquement fut un succès fulgurant. Édouard IV, surpris par la trahison de son ancien allié, fut contraint de fuir le royaume, cherchant refuge en Bourgogne. La nouvelle de la restauration d'Henri VI sur le trône d'Angleterre parvint à Marguerite en France comme un coup de tonnerre. Une euphorie fragile s'empara d'elle. Des années de lutte, d'exil, de sacrifice, enfin portaient leurs fruits. Le roi, son époux, était sorti de sa prison, remis sur son trône, même s'il n'était qu'une marionnette entre les mains de Warwick. La joie était immense, mais teintée d'une anxiété sourde. Le destin avait souri, mais la fortune était si volage. Marguerite et son fils, le prince Édouard, se tenaient prêts à embarquer. Leurs navires étaient amarrés dans les ports normands, les voiles hissées, les provisions chargées. L'impatience ardente de retrouver son royaume, son mari, son trône, la rongeait. Elle imaginait déjà les acclamations du peuple, la splendeur de Westminster, la fin de l'exil. Mais le destin, capricieux, semblait jouer avec leur fortune. Les conditions météorologiques se dégradèrent brutalement. Une série de tempêtes violentes s'abattit sur la Manche, transformant la traversée en une entreprise périlleuse, voire suicidaire. Les vents hurlants, les vagues déchaînées, la pluie cinglante, tout conspirait à retarder leur départ. Jour après jour, Marguerite consultait les marins, les visages graves et les yeux rivés sur le ciel menaçant. La prudence l'emporta. Elle ne pouvait pas risquer la vie de son fils, l'unique héritier des Lancastre, dans une mer déchaînée. La décision de retarder leur retour fut prise, une décision qui, elle le sentait au plus profond d'elle-même, allait avoir des conséquences fatales. L'attente fut angoissante, chaque jour qui passait augmentant la tension dramatique. La nouvelle du succès de Warwick, si réjouissante au début, commençait à s'estomper sous le poids de l'incertitude. Marguerite passait ses journées à la fenêtre, le regard fixé sur l'horizon gris, le cœur serré par un pressentiment. Elle était impatiente de retrouver son trône et son mari, mais aussi consciente des dangers et de la nécessité de bien préparer son retour. Elle savait qu'Édouard IV ne resterait pas longtemps en exil, qu'il reviendrait, avide de vengeance. Le temps était compté, et chaque jour passé en France était un jour de plus pour son ennemi. Le printemps de l'année 1471 arriva, et avec lui, la fin de l'attente forcée. Les cieux s'éclaircirent enfin, la mer se calma. Marguerite et son fils, accompagnés d'une petite flotte, appareillèrent pour l'Angleterre, le cœur lourd d'espoir et de crainte. Le vent gonfla les voiles, les poussant vers leur destin. Mais le destin, encore une fois, se montra cruel. À peine avait-il touché terre sur les côtes anglaises, à Weymouth, que la nouvelle, terrible et glaçante, parvint à leurs oreilles. Édouard IV était revenu. Il avait débarqué à Ravenspur, dans le Yorkshire, avait rallié ses partisans et, avec une rapidité fulgurante, avait marché sur Londres. La bataille de Barnet avait eu lieu, et Warwick, le faiseur de roi, le puissant allié, était mort. Un coup du sort dévastateur. L'espoir, si fragile, se transforma en désespoir. Marguerite sentit le monde s'écrouler autour d'elle.
La mort de Warwick, c'était un anéantissement. Les Lancastriens étaient désormais sans leur principal soutien militaire, sans leur stratège le plus redoutable. Édouard IV, revigoré par sa victoire, était en marche, plus dangereux et plus déterminé que jamais. La nouvelle de la défaite et de la mort de Warwick fut un choc immense, une douleur profonde qui la transperça jusqu'au haut. Elle se rappela les négociations à Angers, le sacrifice personnel qu'elle avait fait en mariant son fils à la fille de cet homme. Tout cela pour rien, ou presque. La tragédie imminente était palpable, le royaume basculait à nouveau dans le chaos. Malgré cette catastrophe, une détermination farouche, presque aveugle, s'empara d'elle. Elle refusa d'abandonner. Non, pas après tout ce qu'elle avait enduré, pas après tout ce qu'elle avait sacrifié. Poussée par l'amour maternel pour Édouard, par sa loyauté indéfectible à la couronne, elle se redressa. Le combat devait continuer. Elle rassembla ses forces, ses derniers fidèles, les quelques hommes qui avaient débarqué avec elle. La lutte serait désespérée, une bataille contre un destin cruel, mais elle se battrait jusqu'au dernier souffle. La reine guerrière, brisée mais indomptable, se prépara à affronter l'inévitable. Le chemin vers Tewkesbury s'ouvrait devant elle, un chemin sanglant et sans retour. La nouvelle de la mort de Warwick, ce coup de tonnerre funeste, avait foudroyé Marguerite des Anjou à peine débarquée sur les rives anglaises. Le vent salin de Weymouth portait désormais non plus à l'espoir, mais à l'écho sinistre d'une catastrophe imminente. La reine, brisée mais indomptable, avait refusé de céder au désespoir. Son regard, durci par tant d'années d'adversité, fixait l'horizon, non pas pour y voir des navires salvateurs, mais pour y déceler la prochaine épreuve. À ses côtés, le jeune prince Édouard de Westminster, son fils unique, son unique raison d'être, la regardait avec une gravité précoce, conscient du poids qui pesait sur leurs épaules. La marche vers Tewkesbury fut une agonie, une course désespérée à travers le cœur de l'Angleterre, sous un ciel bas et menaçant. Chaque pas enfonçait leurs bottes dans la boue des chemins, chaque souffle arrachait un peu plus d'énergie à des corps fatigués. L'armée lancastrienne, disparate et diminuée, était composée des derniers fidèles, de quelques chevaliers résolus, de mercenaires français et de miliciens levés à la hâte, tous animés par un mélange de loyauté désespérée et de crainte. Marguerite, bien qu'elle ne portât pas l'armure, était le cœur battant de cette troupe. Elle chevauchait parmi eux, son visage pâle, ses yeux sombres brûlant d'une fièvre intérieure, exhortant les hommes, partageant leur fardeau, refusant de montrer le moindre signe de faiblesse. Le jeune Édouard, son fils, chevauchait près d'elle, son visage fin mais déjà marqué par l'angoisse. Il était l'héritier, le symbole, et Marguerite sentait son devoir de le protéger peser plus lourd que toutes les couronnes du monde. Le matin du 4 mai 1471, le destin les attendait sur les plaines de Tewkesbury. Le soleil, un disque pâle et sans chaleur, peinait à percer la brume matinale qui enveloppait les champs. L'air était empli de l'odeur âcre de la terre humide, du fer des armes et de la sueur des hommes. Au loin, le bruit sourd des tambours yorkistes annonçait l'arrivée de l'armée d'Édouard IV, fraîche, bien équipée, et avide de mettre un terme définitif à la cause lancastrienne. Marguerite, depuis une position légèrement surélevée, observait le déploiement des troupes. Son cœur battait à tout rompre, un tambour de guerre dans sa propre poitrine. Elle vit les bannières à la rose blanche des York s'agiter dans le vent, les armures étincelantes des chevaliers des Édouard, la détermination implacable peinte sur leurs visages. Face à eux, ses propres hommes, moins nombreux, plus fatigués, mais animés par une dernière étincelle d'espoir. Le prince Édouard, à ses côtés, semblait grandir d'un coup, son regard fixé sur l'ennemi, sa main agrippant la poignée de son épée, un geste à la fois enfantin et héroïque. La bataille commença, un déchaînement de fureur et de violence. Le choc des lignes de bataille fut assourdissant, un craquement des os et de métal. Les cris des hommes, le sifflement des flèches, le cliquetis incessant des épées et des haches, tout se mêlait dans une cacophonie de mort. La brume se déchira par endroits, révélant des scènes de carnage, des corps tombant dans la boue, le sang se répandant sur la terre. Marguerite, impuissante depuis sa position, sentait chaque coup porté, chaque vie perdue, comme une blessure personnelle. Elle serrait les poings, les ongles et s'enfonçant dans sa chair, priant, suppliant un Dieu qui semblait avoir abandonné sa cause. Les heures s'étirèrent, interminables. Puis, lentement, inexorablement, la fortune tourna le dos aux Lancastriens. Leur rang s'amincissait, leur courage s'érodait face à la puissance d'Édouard IV. Les cris de victoire des Yorkistes commencèrent à résonner, de plus en plus forts, de plus en plus cruels. La retraite devint une déroute, la déroute un massacre. Les hommes fuyaient, poursuivis par la cavalerie des York, abattus comme du bétail. Puis vint l'horreur. La nouvelle parvint à Marguerite, portée par des visages défaits, des voix brisées. Le prince Édouard, son fils, il avait combattu avec bravoure, dit-on, mais il était tombé. Mort, tué sur le champ de bataille ou exécuté après la capture, les récits se contredisant dans la confusion du désastre. Un cri silencieux, mais d'une puissance dévastatrice, déchira l'âme de Marguerite. Le monde s'effondra autour d'elle. Son unique enfant, son espoir, son avenir, sa raison d'être. Anéanti, la reine fut capturée peu après, errant sur le champ de bataille, son esprit obscurci par le chagrin. Elle fut conduite devant Édouard IV, le jeune roi triomphant, son visage encore marqué par la fureur du combat. La confrontation fut empreinte d'une dignité stoïque face à l'humiliation la plus totale. Édouard, le vainqueur, la regarda avec une froide curiosité, peut-être une pointe de respect pour cette femme qui elle avait défiée avec tant de férocité. Mais il n'avait pas de pitié dans ses yeux.
La cause lancastrienne était morte. Ses espoirs, ses rêves, ses sacrifices, tout s'était évanoui dans le sang de Tewkesbury. Marguerite, le cœur déchiré par un chagrin insondable, se tenait droite, son visage pâle, ses yeux secs, mais une douleur écrasante la dévorait de elle intérieure. C'était la fin de tout. Les murs humides et froids de la tour de Londres devinrent la nouvelle prison de Marguerite. Après l'horreur de Tewkesbury et la perte de son fils, le prince Édouard, le monde extérieur n'avait plus de sens. L'année 1471 s'étirait, lourde comme un linceul. Les geôliers la conduisirent à travers des couloirs sombres, l'odeur de la pierre mouillée et de la moisissure s'accrochant à ses vêtements. La lourde porte de fer se referma derrière elle avec un bruit sourd et définitif, scellant le destin d'une reine déchue. Sa cellule était spartiate, une paillasse sur un lit de bois, une petite table grossière, une fenêtre haute et étroite laissant filtrer une lumière blafarde et le son lointain des cloches de la ville. Les jours se succédaient, monotones, rythmés par le palourd des gardes et le grincement des clés. Marguerite, qui avait connu le faste des cours, les soies les plus fines, les parfums les plus rares, se retrouvait face à la rudesse de la captivité. Le silence oppressant de sa prison était seulement brisé par ses propres pensées, un tourbillon incessant de souvenirs. Elle revoyait le visage de son père, le bon roi René, la force de sa mère Isabelle, les premières années de son mariage, les sourires rares d'Henri, puis, surtout, le visage de son fils, Édouard, son petit prince, dont la mort l'avait laissé vide, un abîme béant dans son âme. Quelques semaines plus tard, une autre nouvelle, à peine audible à travers les murs épais de la tour, parvint jusqu'à elle. Henri VI était mort, mystérieusement, dans sa propre cellule, quelques jours après la défaite de Tewkesbury. Un murmure de rumeurs, de soupçons, mais pour Marguerite, c'était la fin de la dernière attache qui la reliait encore à son passé royal. Son mari, le roi pieux et faible, avait rejoint son fils dans la mort. Elle était la seule survivante de sa lignée directe en Angleterre, une reine sans royaume, sans époux, sans héritier. La mort d'Henri, bien qu'elle ne fût pas une surprise, il était si fragile, si épuisé, ajouta une couche de mélancolie à son chagrin. Elle se rappela les premiers jours de leur mariage, l'espoir naïf d'une paix durable, la tendresse maladroite de cet homme pieux. Malgré ses faiblesses, il était son roi, son époux, et elle l'avait défendu avec une férocité inébranlable. Maintenant, il n'y avait plus personne à défendre, plus de causes à embrasser. Marguerite fut ensuite transférée d'une résidence royale à l'autre, des prisons dorées où les murs étaient plus beaux, mais la liberté tout aussi absente. Le château de Wallingford, puis d'autres manoirs sous la surveillance constante des Yorkistes. Elle était une figure historique, une relique du passé, une menace lointaine mais toujours présente pour Édouard IV. Les années de captivité s'étirèrent, lentes et douloureuses. Elle était réduite à une existence d'ombre, mais sa force intérieure, cette résilience forgée dans l'adversité, demeurait. Elle lisait, elle priait, elle brodait, cherchant dans ses gestes simples un semblant de paix, une échappatoire à la douleur lancinante de la perte. Les couleurs de ses broderies étaient souvent sombres, reflétant son état d'âme, mais parfois, un fil d'or ou de pourpre venait percer l'obscurité, comme un souvenir fugace de la gloire passée. Elle était une reine brisée, mais elle n'était pas anéantie. 14 longues années de captivité s'étaient écoulées, des années de silence, de deuil et d'introspection. Le monde avait continué de tourner sans elle, l'Angleterre s'était stabilisée sous le règne d'Édouard IV, et les lointaines rumeurs des intrigues de cour et des conflits continentaux parvenaient à Marguerite comme des échos lointains, presque irréels. Elle avait vieilli, son visage marqué par les épreuves, ses cheveux parsemés de fils d'argent, mais son regard avait conservé une étincelle de sa détermination passée. Puis, en l'an de grâce 1475, un événement inattendu vint briser la torpeur de sa captivité. Louis XI, son oncle maternel, le roi de France à la ruse légendaire, avait décidé de la racheter. Non par pitié, mais par calcul. Le traité de Picquigny, signé entre Louis XI et Édouard IV, avait mis fin à la guerre entre les deux royaumes, et le sort de Marguerite était devenu une monnaie d'échange. La nouvelle lui fut annoncée avec une froideur officielle. Elle serait libre, mais cette liberté avait un prix. Une rançon substantielle serait versée à l'Angleterre, et en échange, Marguerite devrait renoncer à jamais à tous ses droits sur la couronne d'Angleterre, à toutes ses prétentions, à tous ses rêves de restauration. C'était une libération amère, un retour forcé, acheté au prix de l'abdication de tout ce pour quoi elle s'était battue. Le voyage de retour en France fut une procession silencieuse. Elle traversa les terres anglaises, désormais pacifiées, mais qui lui semblaient étrangères. Les visages des gens qu'elle croisait étaient indifférents, parfois curieux, mais plus hostiles. Elle était une relique, une reine déchue, renvoyée à sa terre natale. En arrivant sur les côtes françaises, elle respirait l'air familier, un mélange de sel et de terre, mais le sentiment de soulagement se mêlait à une tristesse profonde. C'était un adieu douloureux à une vie passée, à une couronne perdue, à un fils et un mari disparus. Elle laissait derrière elle non seulement des murs de prison, mais aussi des souvenirs sanglants et des ambitions brisées. À la cour de Louis XI, elle fut reçue avec une politesse correcte, mais distante. Elle n'était plus la reine d'Angleterre, mais une parente à entretenir, une figure du passé. Louis XI, toujours calculateur, lui assigna une modeste pension et une résidence, le château de Dampierre, en Anjou, sa terre natale. L'ambiance était celle d'un retour vers un avenir incertain, mais aussi d'une forme de paix, d'une fin aux luttes incessantes. Marguerite ressentait un mélange complexe d'émotions. Le soulagement d'être enfin libre, de ne plus être une prisonnière, était immense. Elle pouvait se promener dans les jardins, lire ses livres, prier sans surveillance constante. Mais cette liberté était entachée par la tristesse d'abandonner définitivement ses rêves.
Elle était une reine déchue, mais elle retrouvait une forme de paix dans son pays natal. Les paysages familiers de l'Anjou, les douces collines, les vignobles, les rivières sinueuses, lui offraient un réconfort que l'Angleterre ne lui avait jamais vraiment donné. Elle était chez elle, enfin, mais son cœur portait les cicatrices de toutes ces batailles. Les années qui suivirent, de 1475 à 1481, furent celles d'une retraite contemplative pour Marguerite d'Anjou. Le château de Dampierre, niché au cœur de l'Anjou, devint son havre, un lieu de calme et de réflexion, loin des tumultes des cours et des bruits des batailles. L'agitation des intrigues politiques, les cliquetis des épées, les cris des hommes, tout cela était remplacé par le doux murmure du vent dans les arbres, le chant des oiseaux au lever du jour, le crépitement du feu dans l'âtre lors des longues soirées d'hiver. Elle vivait dans une relative obscurité, sous la protection discrète mais efficace de Louis XI, qui veillait à ce que l'ancienne reine d'Angleterre ne soit pas une source de problèmes. Sa pension, bien que modeste pour une ancienne reine, lui permettait de vivre confortablement. Elle s'était retirée de la vie politique, son esprit fatigué par tant d'années de lutte, son cœur brisé par tant de pertes. Elle n'était plus une figure de proue, une stratège, une guerrière. Elle était une femme âgée, marquée par le temps et les épreuves. Ses journées étaient rythmées par la piété et la réflexion. Elle passait de longues heures dans la chapelle du château, à prier, à méditer, cherchant dans la foi un réconfort que le monde ne lui avait jamais offert. Les vitraux colorés projetaient des taches de lumière sur les dalles de pierre, créant une atmosphère de sérénité. Elle lisait des textes pieux, des récits de saints et de martyrs, y trouvant une résonance avec sa propre souffrance. Elle se consacrait également à des activités plus simples. La broderie, la lecture de manuscrits enluminés, des promenades solitaires dans les jardins du château, où les roses et les herbes aromatiques évoquaient les jardins de son enfance à Pont-à-Mousson. Chaque fleur, chaque feuille, chaque rayon de soleil était une petite victoire sur la mélancolie. Mais le poids de son passé ne la quittait jamais complètement. Les souvenirs, vifs et douloureux, la hantaient. Elle revoyait le visage de son fils, Édouard, sa silhouette jeune et prometteuse, le jour de sa mort à Tewkesbury. Elle se rappelait les épisodes de folie d'Henri, son époux, le regard éteint, l'esprit absent. Elle se souvenait des visages de ses alliés morts, de ses ennemis triomphants. Une paix intérieure difficilement acquise s'était installée en elle, teintée de regrets, de blessures jamais vraiment refermées. Elle avait appris à accepter son destin, à faire la paix avec les choix qu'elle avait faits, les sacrifices qu'elle avait consentis. Elle était une femme qui avait vécu intensément, qui avait aimé et qui avait combattu avec une passion féroce. Elle avait défié les normes de son temps, une reine qui avait pris les armes pour défendre son trône et son fils. Son courage était indéniable, sa détermination légendaire. Au crépuscule de sa vie, Marguerite d'Anjou, l'ancienne reine d'Angleterre, trouvait une certaine sérénité dans la solitude et la contemplation. Elle avait survécu à la guerre, à la captivité, à la perte de tout ce qui lui était cher. Elle était une figure singulière, une femme qui avait façonné une ère, et dont l'héritage, complexe et controversé, allait traverser les siècles. La mélancolie était une compagne fidèle, mais elle n'était plus la maîtresse. La paix était là, fragile mais réelle, comme un dernier rayon de soleil avant la nuit. L'année 1482 marqua la fin de ce long et tumultueux voyage. Marguerite d'Anjou, la reine guerrière, la lionne de Lancastre, s'éteignit dans son Anjou natal, dans le calme relatif du château de Dampierre. Le soleil d'août, chaud et généreux, baignait la campagne environnante d'une lumière dorée, mais dans la chambre où elle rendit son dernier souffle, une ombre de fraîcheur semblait s'être posée. Elle était âgée de 53 ans, un âge respectable pour l'époque, mais sa vie avait été si pleine, si intense, qu'elle semblait avoir vécu plusieurs existences. Ses dernières heures furent paisibles, entourée de quelques serviteurs fidèles et d'un prêtre qui lui donna l'extrême onction. Son regard, fatigué mais clair, semblait scruter l'invisible, peut-être revoyant les visages de ceux qu'elle avait aimés et perdus, ou les champs de bataille où elle avait risqué sa vie et son âme. L'air était immobile, empli de l'odeur douce des herbes du jardin et de la cire des cierges qui brûlaient doucement. Sa mort fut un moment de recueillement, modeste, loin du faste des funérailles royales qu'elle aurait dû avoir. Elle fut inhumée dans la cathédrale d'Angers, aux côtés de ses parents, René d'Anjou et Isabelle de Lorraine. Une fin simple pour une femme dont la vie avait été tout sauf simple. Mais sa mort n'était pas une fin silencieuse. Elle était la conclusion d'une saga épique, le point final d'un chapitre sanglant et héroïque de l'histoire anglaise et française. Sa personnalité, sa détermination inébranlable, son courage face à l'adversité, avaient défié les normes de son temps. Elle avait été aimée et détestée, louée et calomniée, mais jamais ignorée. Elle avait été une femme de pouvoir dans un monde d'hommes, une reine qui avait pris les armes et commandé des armées, une mère qui avait tout sacrifié pour son fils. Son héritage était complexe, tissé de controverses et d'admiration. Pour les Lancastriens, elle était une héroïne, la dernière flamme de leur cause. Pour les Yorkistes, une femme cruelle et implacable, l'incarnation de leur ennemi. Mais pour l'histoire, elle était une figure inoubliable, une reine guerrière dont la volonté de fer avait façonné une ère. Elle avait laissé derrière elle une légende, celle d'une femme qui, face à la perte de son royaume, de son époux et de son unique enfant, avait continué de se battre jusqu'à l'ultime souffle. Son repos fut mérité après une vie de lutte acharnée. La terre d'Anjou, qui l'avait vue naître, l'accueillait pour l'éternité. Et tandis que les années et les siècles passeraient, le nom de Marguerite d'Anjou continuerait de résonner, un rappel puissant de la force de l'esprit humain et de la persévérance inébranlable d'une reine. Sa vie fut un roman, son héritage une légende.